Deux questions concernant l'AIT. La première question, y a-t-il des permanents? Deuxième question, y a-t-il des sources de financement régulières? Et une question concernant les inégalités, si je puis dire. Est-ce que l'AIT a sécrété une forme une augmentation de la collaboration entre les polices nationales pour lutter contre l'AIT? Oui, on va faire plusieurs questions. Il y a d'autres questions? Oui, par ici, s'il vous plaît. Vous pouvez ramener. Je voulais vous demander sur... je trouve que ce qui est intéressant, c'est effectivement cet effondrement international face à la guerre, en fait. C'est-à-dire que ce qui se passera avec la deuxième internationale, quelque part, cette crise dramatique de la deuxième internationale face à la guerre de 14, on la retrouve finalement déjà une espèce de répétition générale. Inconsciente, mais oui. Avec la première internationale, de manière différente ou autre, mais à nouveau, c'est la guerre qui finalement brise ce mouvement. Donc, je ne savais pas qu'il avait été aussi antimilitariste, que vous dites, contre ses armées, etc. C'est un aspect évidemment très important pour la deuxième internationale. Mais cet aspect du nationalisme qui gangrène ce mouvement qui, donc, il perd toute trace d'internationalisme. On le retrouve met en cause une partie de son internationalisme, ou en fait perdre une partie de la crédibilité en tous les cas. On retrouve aussi, je suis assez frappé dans vous devez connaître, que je vois apparaître comme ça dans un certain nombre de textes, ce que sont devenus les dirigeants de la Commune de Paris. La Commune de Paris aussi est un mouvement qui naît dans c'est pas la Commune de Paris, c'est pas spontanément un mouvement internationaliste, c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est assez frappant de constater que toute une série de dirigeants de la Commune de Paris sont devenus, non pas des dirigeants du mouvement ouvrier ensuite, mais j'ai été frappé par le fait que, par exemple, toute une partie des proudhoniens et des socialistes révolutionnaires, j'ai découvert ça récemment, ont rallié le camp de Maurras à partir du moment après l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire dans l'affaire Dreyfus, quand il y a eu cette nouvelle épreuve qui était l'affaire Dreyfus, ça a été compliqué. Ça n'a pas été digéré, ça n'a pas été unanimement du côté du dreyfusisme. Apparemment, il y a eu une série de divisions. Sorel écrit dans le journal de Maurras, de la langue française, des choses de ce genre, quand même très troublantes, existent, sur lesquelles on a peu porté les projecteurs pour l'instant, où on a l'impression, en gros, que la Commune de Paris et tout ce qui se passe après, c'est un mouvement ouvrier qui se retrouve chez les Dreyfusards. J'ai l'impression que les choses méritent d'être examinées avec beaucoup plus de soin. Et c'est toujours cette question de comment le nationalisme, d'un seul coup, vient d'un seul coup percuter un mouvement qui est spontanément, au départ, internationaliste. Encore une question? Non, parce que là c'est un problème complexe. Je vais peut-être commencer par répondre. Je reviens après à vous. Oui, alors cette question du nationalisme, c'est un vrai problème parce qu'on a deux phénomènes qui fonctionnent simultanément, qui fonctionnent parfois ensemble et parfois l'un contre l'autre, qui sont la montée des nationalismes et la montée de la mondialisation. Par exemple, il est clair que à l'origine de la fondation de l'AIT, de la décision de créer l'AIT, le soutien à la cause nationale polonaise joue un très grand rôle. Bon. Alors, sur la question du nationalisme, bah oui, le nationalisme va faire les guerres, parce que déjà la guerre austro-prussienne va faire monter beaucoup le nationalisme. Les nationalismes vont monter pendant cette période et l'AIT va se retrouver en porte-à-faux. Alors, je ne partage pas tout à fait votre appréciation en ce sens que l'AIT, dans beaucoup de cas, a mené un combat très courageux contre les nationalismes, mais un combat ultra minoritaire. Je veux dire, un certain nombre d'Allemands ont payé de la prison. Aux États-Unis, on a vu aussi des meetings communs entre internationalistes allemands et français contre la guerre ou pour demander, après le 4 septembre, l'arrêt des opérations militaires. Bon, oui, mais ça, c'était une tendance lourde, la montée du nationalisme. Et alors, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, là, bon, les proudhoniens qui deviennent maurassiens, c'est les héritiers de Proudhon qui se réclament plus ou moins de Proudhon. C'est pas les mêmes que ceux qui ont fait la Commune. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'on retrouve un certain nombre de dirigeants communards, non pas chez les anti-Dreyfusards, mais dans le camp boulanger. Il y a une partie du parti blanquiste qui va verser dans le boulangisme, dans une forme de nationalisme aussi exacerbé. Mais bon, je veux dire, le patriotisme
Alors bon, la différence, la limite entre patriotisme et nationalisme est parfois assez mince. Partis ultra-patriotes, les blanquistes, vont pour une certaine partie d'entre eux basculer dans le camp nationaliste. C'est vrai. Et chauvin. Bon, ça c'est comme ça. Alors la question des permanents de l'AIT, non, pas de permanents. Que des ouvriers qui travaillaient et qui passaient le soir à leur réunion. Source de financement, oh là, les finances de l'AIT, c'est quelque chose. C'est l'art de vivre de rien, de l'air du temps ou de vivre en dette perpétuellement. Un des problèmes, c'est la non-rentrée des cotisations, et en particulier des adhésions collectives, et notamment des syndicats anglais qui négociaient des tarifs forfaitaires pour l'adhésion collective de leurs 5000 membres, donner 5 livres. Et ma foi, voilà, ça faisait à peu près... Alors, plus sérieux, la collaboration des polices. Oui, et notamment à partir de la Commune, où, à partir de Bâle, du congrès de Bâle, triomphe des thèses collectivistes, la police partout est déjà aux aguets, mais alors là, ils deviennent un peu hystériques. Et alors, après la Commune, là, il y a vraiment, effectivement, une collaboration quasiment officielle. Hein. La circulaire Jules Favre qui demande l'interdiction de l'international, etc. Il y a une collaboration, on retrouve. Je serais presque tenté de dire, heureusement pour l'historien. Parce que si on n'avait pas les rapports de police, des fois, on serait dans le flou. Alors après, il faut décoder les rapports de police, hein, mais quand même. Oui, voilà. Oui, question. C'est juste une question sur la Commune, Marx, laïcité, etc. Vous êtes passé un peu rapidement là-dessus, je trouve. Alors, je ne vous demande pas des détails croustillants, mais il y a quelque chose qui est troublant. Si je comprends bien ce que vous avez dit, pour moi c'est une dimension nouvelle, alors elle est certainement vraie. La Commune a trouvé une AIT déjà très affaiblie, et donc l'AIT comme organisme international, voire français, ou en France, n'a pas joué un grand rôle. Or, je me souviens de mes lectures, il y a quand même un grand nombre important, de dirigeants de la Commune qui avaient des liens avec l'AIT, et même qui étaient des dirigeants de l'AIT. Donc je ne comprends pas très bien, je comprends la rupture organisationnelle, mais l'idée que j'avais en tête, à tort sans doute, c'est que malgré cette déliquescence organisationnelle, pour la raison que vous avez fort bien expliquée, il y a eu quand même un fil conducteur qui s'est réincarné dans la Commune. Sinon, la théorisation peut-être même un peu hâtive de Marx sur la Commune, et la forme de gouvernement enfin trouvée, etc. Ouais, attention. Je fais très attention. Parce que là, je vais vous renvoyer un match, vous allez voir. Non, mais moi je vais vous renvoyer un revers après, vous allez voir aussi. Donc, mais je pense qu'en plus qu'on serait d'accord sur ce que vous allez dire. Mais je dis que c'était un peu hâtif et sans doute un peu gonflé. Mais il semblait qu'il y avait une continuité politique qui s'incarnait par cette voie-là. Oui, vous avez en grande partie raison. Je veux dire par là que l'AIT, effectivement, n'existe plus. Mais comme je l'ai dit, un certain nombre de dirigeants internationaux, ou même de militants de l'international, notamment des dirigeants des chambres syndicales ouvrières, parce qu'ils sont politiquement mieux préparés que la moyenne, vont effectivement jouer un très grand rôle individuel pendant la Commune. Ce que j'ai voulu dire, c'est que l'international n'existe pratiquement pas pendant la Commune. On a les comptes rendus des réunions des sections parisiennes de l'international, mais il y a 10 personnes qui participent. Il y a une intervention de l'international pendant la Commune qui se rallie le 23 mars. Bon, puis après, c'est fini, on n'en entend plus parler. Alors, oui, s'il y a dans l'international, non, il y a dans la Commune une dimension socialiste, il est très clair qu'elle est largement due aux militants de l'international, notamment ceux qui travaillent dans la commission du travail et de l'échange, Frankel et quelques autres, et dans la commission de l'enseignement avec Vaillant. Bon, ça, là-dessus, on est d'accord. Ne pas négliger quand même le rôle militaire, parce qu'il y a beaucoup d'internationaux qui occupent des responsabilités militaires. 6 chefs de légion
Donc il y a 20 légions à Paris, 6 chefs de légion sont membres de l'Internationale et au moins 13 commandants de bataillon, donc élus, sont membres de l'Internationale. Bon, dans la commune, il y a des internationaux, 32 sur les 92 élus à la commune. Bon, c'est pas négligeable. Mais ce que je veux dire, c'est que l'organisation n'existe pas. Voilà. Alors, quant à la théorisation de Marx, attention, de quel Marx parlez-vous? Vous m'avez cité la guerre civile en France. Est-ce que c'est ce que vraiment Marx pensait de la commune? J'en suis pas sûr. Et je vais vous donner lecture d'une petite citation. Ce que Marx écrit 10 ans après la commune. Outre qu'elle fut simplement la rébellion d'une ville dans des circonstances exceptionnelles, la majorité de la commune n'était nullement socialiste et ne pouvait pas l'être. Avec un tout petit peu de bon sens, elle eût cependant pu obtenir de Versailles un compromis favorable à toute la masse du peuple, ce qui était alors la seule chose possible. C'est ce que Marx écrit en 1881, de 22 février, dans une lettre à Ferdinand Domela-Nievenhuis. Donc ça, c'est ce que Marx pense en privé. Alors après, Marx, il a joué son rôle. Il a défendu les communards, il a publié un texte superbe, sublime, pour venger les communards dans la foulée de 71, mais... Vous voyez, je n'en dirai pas plus. Un autre historien qui a... On a la chance ce soir d'avoir un autre historien qui a écrit aussi un livre sur la Commune de Paris aux éditions, sur la Première Internationale aux éditions La Fabrique. Donc, je vous laisse vous présenter parce que c'est quand même exceptionnel. Je vous remercie. Donc, je suis Mathieu Léonard. J'ai commis une tentative de synthèse aussi sur cette question-là, peut-être avec moins de légitimité que Michel Cordillaud, parce que c'est un exercice, on l'a vu, qui est tellement foisonnant, enfin qui aborde un sujet tellement foisonnant, tellement dense, tellement transnational, transidéologique, etc., que c'est parfois très vertigineux. Ça a été pour moi en tout cas très vertigineux de l'aborder. Et puis je vous remercie pour cette synthèse qui était claire et précise à la fois. Et donc peut-être ma question, ce serait sur l'historiographie, sur ce qui reste de la mémoire de l'AIT. Vous avez dit qu'il y a eu énormément de travaux depuis les années 60, initiés par des gens comme Marc Villemier ou Rougerie, bien sûr, et puis même vous avez été un continuateur de ces travaux des années 60. Finalement, on subit toujours dans ce qu'on peut appeler l'imaginaire collectif ou la mémoire politique collective, c'est une sorte de mythe de la Commune de Paris, peut-être qui est lié à la fois au marxisme et à l'anti-marxisme finalement. C'est-à-dire qu'on garde en mémoire une AIT non pas comme un moment proto-syndical et de mise en place de programmes et de ce foisonnement que vous avez décrit, etc., mais comme une organisation déjà dont Marx aurait été le dirigeant, même s'il a été effectivement un des rédacteurs les plus efficaces et les plus influents, mais avec un peu cette image déjà ce qui va donner aussi des conflits par la suite, mais d'une organisation, alors que c'est réellement une expérience assez inédite, assez incroyable dans sa façon justement de mettre en place une organisation de masse en laissant la place à toute forme d'organisation, enfin, ou en tout cas, à une marge d'autonomie assez forte au départ et à une recherche permanente, empirique. Et voilà, et à un proto-syndicalisme aussi qui est sans doute l'élément le plus déterminant de ce qui va être la suite du mouvement ouvrier. Voilà. Donc c'était un peu une question sur cette mémoire-là, sur cette... Est-ce que vous pourriez revenir sur la question du travail des femmes dans l'AIT et aussi la place d'un certain nombre de militantes dans l'international, ce qu'on en sait? Ouais. Je vais ramener
Bon, je vais commencer par l'historiographie, parce que je crois que c'est plus simple finalement, bien que ça soit très compliqué, c'est plus simple que l'histoire des femmes. Mais je n'esquiverai pas. Je crois que le problème de l'historiographie de l'AIT tient au fait de ce qui s'est passé après l'AIT, c'est-à-dire la naissance d'une deuxième internationale, d'une nouvelle internationale, puisqu'à l'époque c'était pas encore la deuxième, ça n'est devenu qu'après, et que dans cette perspective-là, chacun des camps antagonistes de l'époque de la première internationale a développé une historiographie de ce qu'on pourrait appeler la légitimation. C'est-à-dire chacun a réécrit l'histoire à sa manière. Les marxistes l'ont fait, avec Mehring, ou Hayek ou quelques autres. Mais les bakouninistes ont fait pareil avec Netlao et les syndicalistes avec James Guillaume. Donc chacun a réécrit une histoire légèrement instrumentalisée, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas savante d'ailleurs, hein, qu'elle n'était pas extrêmement érudite, mais chacun a fait une relecture en fonction de ça. Ensuite, dans une deuxième période, au moment où on va dire que l'histoire savante de l'AIT commence, c'est-à-dire à partir des années 1950, pas avant, guerre avant, voire 1960, il reste énormément d'enjeux politiques autour de ces questions, autour de l'AIT, mais aussi, et plus encore, autour de la commune, où là, il y a véritablement... Enfin, bon, je veux dire, Rougerie se fait agonir d'injures parce qu'il a dit que la commune était la dernière révolution du 19e siècle et non pas la première révolution socialiste ouvrant la voie à Octobre. Je veux dire, se fait agonir d'injures par des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais le problème, c'est que dans ce contexte-là, il est extrêmement difficile de se dégager de ces enjeux politiques. Ça n'est que très récemment quand je dis très récemment, ça fait 25 ans qu'on peut commencer à se dégager des enjeux politiques et réfléchir, non pas en fonction de catégories préétablies ou de catégories idéologiques ou d'alignement idéologique, mais faire ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de faire une histoire sociale de l'AIT. Le problème est que la dynamique de recherche, elle est quasiment épuisée. C'est-à-dire que plus personne... Enfin, j'exagère parce qu'on est 2 dans cette salle. C'est ce qui fait 5% des participants. Non, mais il y a plus grand monde qui travaille sur l'AIT en France. Et ailleurs, c'est pareil. Donc, alors que maintenant, on pourrait commencer à réfléchir dans des problématiques un petit peu plus sereines, un petit peu plus dégagées des contingences politiques, eh bien, il n'y a plus ce dynamisme de la recherche qu'il y avait dans les années 60. Alors, ce que j'espère, c'est que le colloque du 150aire, qui s'annonce quand même comme quelque chose d'extrêmement intéressant, va relancer un petit peu la dynamique. Voilà, j'espère. Ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas là pour le colloque du 200e anniversaire. Alors, les femmes. Oh là là, les femmes dans l'AIT. Ça, c'est vraiment un des points noirs. Parce que les femmes ont été... Alors, il y a quelques militantes dans l'AIT. Quelques-unes. Mais très peu. Il faut bien le dire, hein, très peu. Je veux dire, les militantes connues de l'AIT, je pourrais vous les citer sans doute sur les doigts des 2 mains. Hein. Y compris d'ailleurs quand les femmes sont à l'initiative des luttes. Le meilleur exemple, c'est le cas des ovalistes de Lyon, des ouvrières ovalistes de Lyon, qui vont faire grève en 1869, une grève qui a énormément de retentissement à l'époque. Et au congrès de Bâle, qui suit immédiatement la grève des ovalistes de Lyon, qui a le mandat des ovalistes de Lyon ? Eh bien, c'est pas la dirigeante des ovalistes de Lyon, c'est même pas la lyonnaise Virginie Barbet, qui aurait pu aussi représenter les ovalistes, non, c'est Bakounine. Il y a eu un petit tour de passe-passe, et Bakounine, qui à l'époque, je suis même pas sûr qu'à l'époque il ait déjà mis les pieds à Lyon, se retrouve porteur du mandat des ovalistes. Ce qui veut dire que, alors bon, indépendamment du côté des petits arrangements que ça représente, je crois qu'à l'époque, on trouve normal que les hommes parlent au nom des femmes, y compris dans le mouvement ouvrier,
Et de ce point de vue-là, l'influence proudhonienne a été extrêmement néfaste, ça c'est clair. Je signale quand même, parce qu'il faut sauver l'honneur, qu'il y en a un qui sauve l'honneur, qui dit qu'à salaire égal, les femmes devraient, à travail égal, les femmes devraient avoir un salaire égal, c'est Varlin. C'est Varlin qui, au départ, a été influencé probablement, enfin non, sûrement par les courants de pensée fourriéristes. Ben oui, c'était le grand copain de Nathalie Lemel, et voilà. Donc Varlin était sur ces bases-là, mais je crois qu'il était très isolé, et en tout cas, quand dans le mémoire des délégués parisiens de 1870 pour le congrès de Genève, il y a deux dissidents qui parlent de la question des femmes et demandent plus d'égalité, sont les deux fourriéristes, Bourdon et Varlin. Les autres proudhoniens, la femme est soit une ménagère, soit une prostituée. C'est vrai qu'on est frappé quand même dans le texte de Marx, quand Marx dit que c'est la forme enfin trouvée de la démocratie, on ne pense même pas à dire que les femmes n'avaient pas le droit de vote dans la Commune de Paris. En matière d'égalité des femmes, Marx n'était pas exactement un exemple. Hein. Quand on voit comment il a éduqué ses filles, comment il a traité sa femme, hein,